Et bonsoir tout le monde et bienvenue ici sur The Débrief numéro 9. C'est bien le débrief du Grand Prix du Canada. Voilà, que vous allez débriefer avec nous ce soir. J'espère que vous allez bien et que surtout vous passez, voilà, que vous passez un bon mardi. Vous savez qu'aujourd'hui c'est le solstice d'été, c'est le jour le plus long. Alors vous inquiétez pas, c'est pas parce que c'est le jour le plus long qu'on va faire le débrief le plus long. Ce soir, équipe réduite, puisque pas de Mister Louis qui passait des épreuves du baccalauréat aujourd'hui, tant qu'il passait pas des épreuves du bac à sable. Ce soir m'accompagne seulement Linkin. Salut Linkin. Salut Valentin, salut à tous, c'est ici que ça se passe. Bon, alors Linkin, on va pas inquiéter les gens parce que tu l'as dit dans le chat, mais t'as eu quelque chose qui s'appelle COVID de l'année 19, c'est vrai ça? Effectivement, ouais, j'ai chopé le Covid dimanche en fait. J'ai eu mes premiers symptômes à ce moment-là et mes collègues de boulot me disent t'étais pas dans un bel état quand on te voyait travailler, du coup ils m'ont dit va te faire tester. C'est ce que j'ai fait et finalement ils ont eu raison parce que c'est positif. Ouais, positif au Covid, du coup t'es obligé de rester chez toi, c'est Ouais, ça? isolé pendant 7 jours et puis d'ici samedi, il faut que j'aille refaire un test pour savoir si ça va mieux ou pas, et si dans ce cas-là ça va mieux, je reprendrai le travail. Alors rassure-nous Linkin, pas une forme grave j'espère. Non, non, j'ai juste un bon mal de crâne, un rhume et puis une toux, quoi. C'est tout. Bon, eh ben écoute, tant mieux, ça ne t'empêche pas d'être avec nous ce soir pour débriefer. Oh bah non, Euh, c'est pas de toute façon, j'ai envie de te dire un truc, Val. Quand on a une passion qui nous prend vraiment, qui nous porte jusqu'au bout, rien ne résiste, hein, entre guillemets. Hein. C'est pas ça qui nous arrête, au contraire, ça nous fait avancer. Hein. Bah, heureusement, quand on chope le virus de la Formule 1, c'est moins dangereux que de choper le virus du Covid-19. C'est ce qui paraît, hein. Là, exactement. Hein. De toute façon, hein, tu pourras demander à Vettel ou Hamilton ou Raikkonen hein, qui l'ont chopé ce Covid. Hein. Et Et c'est encore, vrai, j'en passe. Hein. Il y a eu Leclerc, Gasly aussi, tout ça, hein, qui l'ont, c'est vrai, Perez aussi. c'est vrai. Voilà. Ricardo aussi l'a eu, je crois. Euh, je sais plus. Je sais plus vraiment là-dessus, mais bon. On n'est pas là pour mon sujet, on est là pour débriefer ce qui s'est produit Mais si, au Canada. parlons de toi, justement, parlons de ta vie, ça nous intéresse. Non, je rigole. T'as raison, on va débriefer le Grand Prix du Canada. Je pense que c'est ce que les gens attendent. Du coup, Oh, Je salue Rome, je salue Capucine, je salue évidemment Metal Forever aussi qui est peut-être avec nous. Atlantis va arriver peut-être dans quelques instants. N'hésitez pas à partager le lien du débrief sur vos différents réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, sur Facebook. Peut-être faites une petite photo et mettez-nous en story Instagram en mettant le lien du live aussi. Je sais pas, faites ce que vous voulez. En tout cas, nous, on est là jusqu'à peu près 22h30, 23h pour débriefer avec vous ce Grand Prix du Canada qui a eu lieu dimanche soir à 20h au moment des résultats des élections législatives. C'était bien. Tu pouvais regarder les résultats des élections et puis une fois que tu avais vu, tu regardais le Grand Prix et c'était bon. Voilà. excuse-moi, mais la politique de tous les jours m'intéresse largement moins que par rapport à celle de la Formule 1. Ah, c'est vrai que la politique de la Formule 1, parfois, c'est très rigolo. On en reparlera sur la question du marsuinage parce que ça fait hurler tous les patrons. Et c'est le fight entre notamment les patrons de Ferrari, de Red Bull, de Mercedes. C'est assez incroyable. On vous reparlera notamment de cette directive technique qui aurait dû être appliquée au Canada, mais qui finalement n'a pas pu être appliquée au Canada, puisqu'il a plu en troisième séance d'essai libre, malheureusement, et que la pluie, ça aurait faussé les, ça aurait faussé les mesures. Voilà. On n'a pas de tour de Monaco. Pardon. Stéphanie de Monaco. Pardon. On n'a pas de tour du Canada. Louis devait en fournir un, mais le pauvre, vous pouvez lui souhaiter croiser les doigts pour lui. Il vient de passer le bac de français, l'oral aujourd'hui, donc il n'a pas vraiment eu le temps ni de regarder le Grand Prix, ni de... Voilà. Donc, on le salue, Louis, et il reviendra dans 2 semaines. D'ailleurs, je vous donne d'ores et déjà un rendez-vous. Ce sera noté dans vos agendas. Prenez vos agendas et vous noterez la date du mardi 5 juillet à 21h en direct
Ce sera le débrief du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Et F1 22 sera déjà sorti depuis une semaine. Donc si vous voulez, on pourra parler de F1 22 du jeu, si vous comptez l'acquérir, si vous comptez tout ça. On en reparlera dans 2 semaines. De toute façon, je vais le précommander bientôt. J'attends juste l'édition là, qui vont sortir. Alors, il y a l'édition standard et puis il y a une deuxième édition. C'est la Champions, c'est l'édition champion. Moi, Voilà. j'ai déjà précommandé sur le Xbox, sur le store du Xbox, puisque comme je suis abonné au Xbox Game Pass Total et que j'ai EA Play dedans, j'ai eu le droit à 10% de réduction sur l'édition champion. C'est-à-dire qu'au lieu de la payer 90 €, je l'ai payé 81 €. Ouais, bah, écoute, dès que l'édition champion est sortie sur Instant Gaming, je la commande, comme ça me fera déjà de la réduction, et en plus, l'Angelito sera content. Voilà. Et d'ailleurs, on le salue, Angel. Je ne sais pas s'il nous regarde ce soir, mais on le salue en tout cas s'il nous regarde. Bon, alors, écoutez, puisqu'on n'a pas de tour du Canada, malheureusement, on va passer directement au point technique. Alors, juste petit... On va juste quand même... Attendez. Juste petit sommaire. Ce soir, on va parler évidemment de cette directive technique sur le marsouinage. N'importe quoi. Sur le marsouinage, pardon, qui a été pondu par la FIA. Sur la réaction des patrons d'écurie. On se demandera si aujourd'hui Est-ce qu'aujourd'hui, la sécurité des pilotes est en danger à cause du marsouinage? On essaiera de répondre à cette question. On reparlera de transfert parce qu'il y a eu des infos qui sont tombées ce week-end, notamment pour le cas de Nicolas Latifi et aussi pour l'arrivée d'Oscar Piastri. On vous en reparle juste après. Salut Atlantis. Et puis évidemment, on débriefe l'ensemble du week-end. On parlera de la pénalité moteur de Charles Leclerc. On se demandera si c'était une bonne idée de l'avoir prise ici au Canada. Et puis on parlera évidemment de la 26e victoire de Max Verstappen, avec notamment le classement des plus grands nombres de victoires des pilotes. Vous allez voir que ça y est, notre ami Verstappen a dépassé Jackie Stewart et Niki Lauda au nombre de victoires. Non, Stewart, c'est pas 25, hein, c'est 27. Pardon, c'est... excusez-moi, mais je vous verrai la statistique tout à l'heure. Et puis on parlera de Monsieur Consistant, de George Russell, et puis on regardera les classements en fin de débrief. Ok. Et puis on reparlera aussi de la pénalité infligée à Alonso de 5 secondes après le Grand Prix. On vous demandera votre avis sur cette pénalité. Alors, pour ce qui est des sondages... Je pourrais faire des sondages, d'accord. Il faut juste que... faut me laisser juste retrouver pour les faire, les sondages, parce que du coup, il faut que... Excusez-moi, il faut juste que... Hop, je désactive ça. Il faut que j'aille juste sur la chaîne The Débrief et que je demande... Voilà, la personnalisation de la chaîne et surtout que j'aille voir mon gestionnaire. Voilà, le gestionnaire de stream, c'est ça que je voulais. C'est justement ça que je voulais. Et les sondages, normalement, est-ce que je peux faire des sondages, moi? Je ne pense pas que je puisse faire des sondages parce que vous savez, on n'est pas partenaire Twitch. Donc, on peut pas faire des sondages. Enfin, moi, je peux pas vous en faire parce qu'on n'est pas partenaire. Donc, malheureusement, je ne peux pas faire de sondage, malheureusement, puisque notre chaîne n'est pas assez suivie. Voilà. Bon, on y va, Linkin, on démarre par le point technique. Juste avant qu'on parle quand même du point technique, il faudrait quand même qu'on souligne le fait que le Grand Prix du Canada, on y revient après 2 années justement d'annulation, justement de ce Grand Prix, justement à cause du Covid. Bien vu. T'as raison de le préciser. Effectivement, on revient sur l'île Notre-Dame après 2 ans d'absence, puisque 2020, à cause de la pandémie de Covid, il y avait eu 0 Grand Prix. Et 2021, il avait été annulé juste avant le début de la saison, à cause du Covid aussi. Mais là, 2022, il s'est tenu. Et il s'est tenu plutôt de manière correcte. Il y avait beaucoup de spectateurs pour le retour de la F1 au Canada. Ça, c'était beau aussi. Exactement. Et donc, du coup,
ça a été beaucoup de pilotes étaient très contents d'y revenir. La preuve, on peut penser par exemple quand on voit un petit peu les interviews de Pierre Gasly, de Charles Leclerc, etc., qui disaient on a c'est un peu comme une deuxième maison ici chez nous parce que on voit qu'il y a un public qui est fort attachant, qui quand ils sont là vraiment pour vraiment soutenir, il n'y a pas d'histoire de il n'y a pas d'histoire entre tel pilote, etc. Pour eux, c'est un grand moment convivial. Mm. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, c'était bien comme retour. On a vu les fameuses marmottes sur la piste. Ça, c'était très drôle. Carlos Sainz a failli en écraser une. Bah, et dire, ça faisait un moment qu'elle nous avait manqué, celle-ci, hein. Les marmottes, là. Bah oui, mais que veux-tu? Avant, elle pouvait, comment dire, avant, elle pouvait circuler en toute liberté pendant la période Covid. Voilà. Faut bien qu'une fois C'est par pas. an, faut bien qu'une fois par an, elle soit dérangée quand même. Oh. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, c'était très sympa ce Grand Prix. On a redécouvert la piste, bien sûr, très rapide. Le point technique, alors ce soir, tu voulais nous montrer des choses, notamment qui concernaient les Ferrari, et tu t'es intéressé, je crois, pour les deux premières photos à l'aileron arrière, et je crois que tu as voulu nous montrer une différence, je te mets l'image, entre l'aileron de Carlos Sainz qui est à gauche et l'aileron de Charles Leclerc qui est à droite. Tu peux nous expliquer, s'il te plaît? Alors, effectivement, en fait, ce qui se passe, c'est que Charles Leclerc a reçu, non seulement au-delà de sa pénalité moteur que l'on va évoquer tout prochainement, aussi un nouvel aileron arrière. Ça veut dire qu'en fait, Carlos Sainz, lui, l'aura pour le prochain Grand Prix. Voilà, donc, point important quand même à dire, c'est un nouvel aileron qui a été testé pour objectif d'être utilisé sur les prochains Grands Prix qui va exiger de la vitesse. Donc, c'est-à-dire que le prochain Grand Prix, je crois que c'est la Grande-Bretagne, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, c'est Silverstone dans 15 jours, le week-end du 1er, 2, 3 juillet, qui est le week-end de Voilà. départ du Tour de France d'ailleurs, au Danemark. Ah ben, c'est constant. Donc, du coup, on a dit que et donc comme on va arriver en même temps sur des prochains Grands Prix qui vont être extrêmement rapides, donc on a dit effectivement Silverstone, mais il y a aussi le Grand Prix d'Autriche et il va y avoir aussi le Grand Prix de France au Paul Ricard. Tous ces Grands Prix-là sont en fait Ouais, effectivement, puisque des pistes à haute vitesse. c'est ça. Et puis du coup, ensuite, effectivement, tu l'as dit au calendrier, on vous rappelle la suite du calendrier de Formule 1. Effectivement, Linkin vous le rappelez, il y aura donc dans 15 jours, il y aura donc dans 15 jours la Grande-Bretagne à Silverstone. La semaine d'après, il y aura il y aura Spielberg, bien sûr. Et puis, le week-end du 22, 23 et 24 juillet, bien sûr, il y aura le Grand Prix de... De France. C'est ça, le Grand Le Prix de Grand Prix France. national au Paul Ricard. Effectivement. Et puis ensuite, il y aura Budapest pour terminer la première partie de saison. Et puis, normalement, hein, et après, c'est la Après, trêve, effectivement. Et normalement, c'est là que devrait intervenir notre débrief de mi-saison. Ce sera aux alentours soit du mardi 2 août, soit du mardi 9. Voilà. Prenez vos agendas et notez déjà la date du débrief de mi-saison. Voilà. donc, alors, je reprends. Donc, Leclerc a reçu cet aileron. Il a un peu plus, il a quand même des courbes un peu plus différentes. En tout cas, il a un petit peu plus abaissé, un peu plus affiné. Justement, je vais pouvoir apporter les précisions parce que j'ai pris au moins les annotations avec moi. Alors, alors, donc Ferrari, donc l'aileron arrière a été changé et puis il y a eu une nouvelle aile de faisceau. L'aile de faisceau, c'est ce que vous avez justement. Regarde Val, si tu vois, c'est ce qui est courbé sur l'aileron de Carlos Sainz. Et là, c'est ce que tu as. Et là, c'est ce qui est droit sur l'aileron de Leclerc. Alors, ce qui est Donc droit. Ah l'objectif. oui, la pièce de carbone, c'est ça. Elle est légèrement courbée chez Sainz, effectivement.
Elle est beaucoup plus droite chez Leclerc. Mais du coup, pourquoi ils ont fait ça, Lincoln? Bah, c'est le but d'avoir en tout cas une meilleure capacité et puis une vitesse entre guillemets delta plus importante, en tout cas pour avoir plus de vitesse. L'objectif c'est ça, c'est que comme Silverstone, le Canada, pardon, je vais y arriver. C'est un circuit qui n'expose pas énormément les châssis, mais au contraire plus le moteur. Il faut en tout cas adapter ça en conséquence pour avoir un maximum de vitesse de pointe. Et d'ailleurs, on en reparlera quand même avec Carlos Sainz et voire même Charles Leclerc, parce que si on regarde un petit peu que Carlos, il était quasiment sur le point de menacer Verstappen, et puis que Leclerc ait réussi à remonter quand même de P19 à P5, là franchement, je dis un coup de chapeau. Mais bon, ça, on va y revenir après par la suite. Et donc, Ferrari a décidé de donner pour l'instant cette option à Leclerc. Et donc en tout cas pour cette amélioration-là, on peut passer. Alors, oui, Ok. et la deuxième photo qu'on voulait vous montrer, c'est celle-ci. Alors, ça a l'air d'être des freins. On est d'accord, Alors, Lincoln? alors c'est pas une amélioration qui proviendrait de chez Ferrari. Attention, je vais bien le spécifier. C'est entre guillemets une information entre guillemets globale que je vais expliquer. Lincoln, excuse-moi, ce qu'on voit sur l'image, ce serait pas des étriers de frein, ce qui permet de serrer le frein sur la roue? Disque et plaquette. Ah, pardon, excusez-moi. Ben oui, c'est vous le spécialiste. Voilà. Donc, en fait, ce que je vais spécifier, qui est quand même très important, et ça je l'ai su chez notre cher Giorgio Piola, encore un bon chauvard de la Gazzetta du papier rose, en tout cas qui nous fait toujours le plaisir de nous, entre guillemets, d'expliquer un petit peu les points techniques, et puis ça je trouve ça super bien. D'ailleurs, allez le follow sur les différents réseaux en même temps, j'en profite, il sera content. Donc Montréal est en fait un circuit où ça expose beaucoup les freins. C'est en tout cas, et puis notamment sur tous les circuits. Il faut être très clair là-dessus. Donc ce qui est bon à savoir pour les règles de 2022, c'est que maintenant, aujourd'hui, la réglementation ne veut plus qu'on perce des trous dans les coussinets. En tout cas, Et oui, c'est vrai, avant vous aviez des trous dans la jante pour dissiper la chaleur, maintenant c'est interdit. Exactement. Maintenant, on est obligé d'avoir. On a maintenant ces trous entre guillemets ne sont plus présents, ou alors ils ont été entre guillemets comblés. Donc c'est pour ça que là, en gros là, ils nous montrent la spécificité de ce que c'est que pour 2022 et la spécification qu'il y avait quand c'était encore 2021. C'est-à-dire qu'en gros, on a tous les trous entre guillemets. Je pense qu'on le voit, la superposition, c'est un peu entre guillemets, je crois, bouché, alors que sur les plaquettes directement de 2021, bah on le voit bien que ces trous font exprès de faire passer l'air à travers, ce qui aujourd'hui on ne peut plus se permettre. Au-delà, évidemment, de conserver, entre guillemets, les disques ventilés, parce que le problème, c'est que si les disques ne sont pas ventilés, qu'est-ce qui se passe? Il risque d'y avoir surchauffe. Surchauffe et donc perte d'efficacité des freins, on est d'accord, hein? Exactement. Donc, pour ça, eh ben, je vais en venir un petit peu à ma question rituelle, hein, un petit peu maintenant sur chaque point technique. Toi, entre guillemets, et puis même d'ailleurs Rome, Atlantis, Capucine là, dans le chat, d'ailleurs répondez puisqu'on on aimerait bien avoir votre avis. Toi, Val, tout ça, qu'est-ce que tu penses en tout cas des améliorations déjà apportées par Ferrari, et puis de deux, qu'est-ce que tu en penses aussi de la réglementation au niveau des freins? Oui, des freins. Vas-y, Lincoln, tu voulais nous dire quelque chose sur les freins? Non, je te demande de me donner ton avis sur la globalité entre les améliorations de Ferrari et justement cette nouvelle réglementation au niveau des freins. C'est trop technique pour moi, la Lincoln. En fait, tu me demandes d'expliquer est-ce que les freins, la réglementation des freins avantage Ferrari? J'en sais rien. Non, mais je parle pas d'avantage des Ferrari, je parle dans la globalité du plateau. Bah non, mais les freins, ça, il faut. Pardon. Essayons d'obtenir un propos logique. Les freins, ça a toujours été un enjeu en Formule 1
Puisque sans frein, arrêter une voiture à 300 km/h sans des bons freins, tu n'y arrives pas. Hein, C'est pas possible, effectivement. c'est pas un gentleman driver comme toi que je vais en parler, Linkin. Toi qui en conduis des voitures. Hein, n'est-ce pas? Pour toi, tu n'atteins pas 300 km/h. Contrairement aux pilotes de F1. C'est ça. Mais voilà. Mais et je vais mettre en perspective le circuit du Canada et les freins parce que c'est un circuit où les freins sont sursollicités. D'accord? En réalité, je ne sais pas si aujourd'hui le fait qu'il n'y ait plus de route, parce que vous savez qu'on a vu des voitures avoir des problèmes de frein, notamment. Vous avez vu Albon qui a explosé son disque de frein en qualification au Grand Prix d'Émilie-Romagne. Verstappen aussi a vu un problème de frein dans une séance d'essai libre, vous vous en souvenez? Et puis là, c'est Esteban Ocon, lui, qui a pris quelque chose dans l'écope de frein. Un sac plastique apparemment en deuxième séance d'essai libre. Donc voilà, le frein de toute manière, peu importe la discipline dans laquelle tu es, que ce soit du 4 roues, du 2 roues, c'est important, c'est très important. Donc c'est pour ça que les réglementations sont souvent assez strictes sur ça, parce que c'est un élément de sécurité, le frein. Si tu as un frein qui lâche, ça marche pas. Alors, on avait des questions par rapport à ton point technique, cher Linky, notamment Capucine. Alors, Capu qui a enchaîné les questions. Du coup, les améliorations d'aéro sur l'aile arrière de Ferrari, ça leur a permis de gagner combien en vitesse de pointe? On a une idée? Disons, alors, il faut quand même reprendre les choses, faut quand même replacer les choses dans le contexte. La Red Bull, à pleine charge, elle va à vitesse maxi dans les alentours de... Là, comme elle a été bien réglée, elle était à environ dans je crois, la plus grosse vitesse de pointe atteinte par Verstappen ce week-end. Je crois que c'est 300... je crois qu'il était pas loin des 340, si je dis pas de bêtises. Je pense qu'il était plus proche des 335 que des 340. C'est à peu près là qu'il a atteint sa vitesse de pointe maximale, notamment dans la grande ligne droite du retour. Voilà, exactement. Donc, à savoir une chose, quand tu es en Grand Prix, comme la voiture elle est plus lourde, tu atteins beaucoup moins. Tu atteins au maximum les 300, je crois qu'il y a pas loin des 320, je crois maximum, si je dis pas de blague. Oui, c'est ça. Ferrari avec le DRS c'était à peu près à 326, 327. Et la Red Bull sans le DRS à 335. Donc vous imaginez le delta de km/h que ça fait encore? Voilà, exactement, parce que justement Capucine parlait qu'encore Ferrari, que Red Bull avait encore de l'avance justement au niveau point de vue vitesse de pointe. Mais parce que justement Carlos Sainz, malgré le DRS, il n'arrivait pas à prendre l'avantage sur Verstappen. Mais en même temps, c'est exactement ce que nous dit Capu dans le chat. Effectivement, Sainz n'a jamais réussi à prendre l'avantage malgré le fait d'avoir été rapproché grâce à la voiture de sécurité du 50e tour après l'accident un peu bête de Tsunoda. On en reparlera. Mais voilà quoi. Il n'a jamais été en capacité d'attaquer. Déjà, pour moi, il a clairement raté son départ parce que pour moi, il devait sauter Alonso dès le départ. Donc voilà. Mais on en reparlera de la course, c'est autre chose. Mais merci Linkin pour ce point technique. Dis-moi, tu vas avoir du boulot pour Silverstone parce qu'il va y avoir plein d'écuries qui vont ramener des packages d'amélioration. Je pense notamment à Mercedes. Tiens, ça va faire plaisir à Capu. Mercedes va ramener un package d'amélioration, donc tu vas avoir un peu de boulot la semaine prochaine. Au contraire, ça va m'arranger parce que justement comme ça va me meubler un peu mes journées si je suis encore isolé ou pas. Ça, on verra bien. Du coup, ensuite, de toute façon, alors, Mercedes pourra effectivement apporter des améliorations, mais personnellement, je les vois pas tout de suite, en tout cas, revenir. Alors même si c'était bon là au Canada, je les vois pas. Moi, je pense qu'ils se sont. Excuse-moi, Linkin. Je pense que malheureusement, ils se sont déjà tournés sur le concept 2023.
Parce que Julien Simon-Chotan expliquait quelque chose d'intéressant puisqu'il était le consultant Canal sur le circuit ce week-end. Il a notamment commenté les 2 premières séances d'essais libres avec Julien Febvre vendredi. Et il expliquait que le concept de la voiture 2023, ce sera le même concept que la voiture 2022, entre guillemets. Le règlement technique sera le même. Il faudra juste que les voitures évoluent par rapport aux données qu'elles ont récoltées en 2022 sur leur concept. On est d'accord. Donc je pense que ce sera le moment pour Ferrari. Tu vois ce que pour Ferrari, excusez-moi. Ça va vraiment pas ce soir. Ce sera le moment pour Mercedes, pardon, de bien réfléchir à son concept. Effectivement, Capucine, tu as bien raison. On va en reparler aussi parce qu'à Silverstone, la Williams va également changer. Ça va faire un peu comme, je pense, l'AMR 22B, l'Aston Martin de Sébastien Vettel et de Lance Stroll. Il va y avoir une spec B de la Williams. Parce que Williams, effectivement, est un peu en difficulté là, sur cette saison. Donc voilà. Mais vous verrez tout ça, Silverstone, Linkin, il aura un grand point technique très complet à faire à Silverstone. Je compte sur toi. Hein. Bah, j'espère, et puis j'espère qu'aussi les Rosé Fin Design et puis Giorgio Piola, j'espère qu'ils pourront me donner toutes les infos qui pourront être utiles pour les packages. Alors Capucine, c'est vrai, As va reporter son évolution majeure. Elle était prévue pour le Grand Prix de France, ce sera pour la semaine d'après. Le Grand Prix de Hongrie. Et d'ailleurs, ce sera la seule évolution majeure sur la voiture. Il n'y en aura plus. C'est-à-dire que As va encore une fois consacrer le reste de son budget sur la voiture 2023. Oui, effectivement. Bah, personnellement, je vais te donner comme ça un peu mon avis, mais je trouve que c'est peut-être pas la bonne solution. Moi, je trouve que justement, c'est un très bon coup de poker. Parce que justement, ça fait un peu comme 2021 pour passer à 2022. Là, 2022 pour passer à 2023, ils ont déjà une base de voiture saine. La voiture de base qu'ils ont présentée aux essais hivernaux et qui est la leur depuis le départ, elle est de bonne facture. C'est vrai qu'effectivement, depuis très longtemps, elle n'a plus marqué de points, mais elle est bonne, cette voiture. Elle est au-dessus des... Pour moi, elle est encore... Elle est en fond de midfield. Non, de midfield. Pas en fond de peloton. En fond de peloton, t'as vraiment Williams qui a la ramasse. Non, Capucine, on ne sait pas où en sont les top teams dans les budgets de cap. On a des estimations, mais on ne sait pas vraiment ce qu'ils ont dépensé. Voilà. Mais je pense que c'est un peu un jeu de dupes parce que tout le monde va dire j'ai quasiment tout dépensé dans mon budget de cap. Donc voilà. Mais bon, écoutez, si vous voulez bien, on reparle de tout ça dans quelques secondes puisqu'on va passer aux infos du paddock et notamment au cas de Oscar Piastri. Vous savez, le pilote de réserve de chez Alpine. Eh bien, selon les informations de Canal+, qui nous ont été révélées ce week-end, eh bien, Oscar Piastri aurait trouvé un point de chute. Et ce serait certainement chez Williams à la place de Nicolas Latifi dès la saison 2023. Et je peux vous l'annoncer en exclusivité puisque c'est sorti sur les réseaux sociaux et j'essaie de recouper l'information et elle est officielle. Oscar Piastri va faire une FP1 avec... alors, soit avec Alpine, soit avec Williams, mais je pense que ce sera avec Williams, une FP1 au Grand Prix de Silverstone, au prochain Grand Prix. Et il aura une FP1 avec Alpine au Grand Prix de France au mois de juillet. Donc certainement que si on le fait rouler, c'est pour lui faire tester la voiture pour l'année prochaine. Donc ça pourrait être un binôme Albon-Piastri l'année prochaine. Donc ça veut dire que Alpine aurait résolu son problème de riche en plaçant Piastri chez Williams. Mais du coup, quid de pilotes qui étaient encore dans la filière? Je pense à Jack Aitken qui est parti en endurance maintenant. Donc lui, il était moins là-dedans. Mais chez Williams, vous avez encore des jeunes pilotes de la filière. Je vais juste chercher filière de jeunes pilotes Williams. Du coup, tiens, Linkin, pendant que je cherche ça... Alors, il y avait, comment dire... excusez-moi, il y avait Logan Sargent qui est en F2 et qui est dans le... Comment dire? Et qui est dans la filière Williams, effectivement.
Donc lui, malheureusement, bah, son avenir il est bouché, mais déjà en Formule 2, il n'est pas encore assez mûr en Formule 2, ce qui est normal. Donc voilà, t'en penses quoi toi de l'arrivée de Piastri chez Williams pour 2023? Parce que il fut un temps où la rumeur disait que Piastri pourrait rouler dès la mi-saison 2022 en remplacement de Latifi, mais finalement ce serait 2023. Bah, c'est sûr que pour Piastri, je m'attendais plus effectivement à ce que ça soit pour 2023 que pour la moitié de l'année 2022. Que j'aurais pas vu. Maintenant aujourd'hui, ça se fait de moins en moins le fait qu'un qu'un pilote entre guillemets sorte en cours de saison. Donc là-dessus, après, bon, il est nouveau, donc je le connais pas suffisamment, mais j'attends de voir ce qu'il vaut. Ça Alors, confirme vraiment ses performances. on rappelle quand même le palmarès d'Oscar Piastri, champion de F3 dès sa première saison, champion de F2 dès sa première saison, pilote de réserve Alpine cette année, puisqu'il n'avait pas pu trouver de baquet l'année dernière. Voilà, c'est le palmarès d'un Oscar Piastri, donc ça va être très bien s'il peut faire ses débuts en F1. Capus, si normalement il y a toujours une place réservée pour la filière Mercedes, mais peut-être que là, vous savez, par un jeu d'accord, ça peut avoir été fait en sorte que ce soit plus cette place réservée pour quelqu'un de la filière Mercedes. Parce qu'aujourd'hui, dans la filière Mercedes, je ne sais plus qui il y a, mais je crois qu'il y a le petit Paul Aron qui est en Freca, me semble-t-il, pour l'instant. Je crois que c'est tout. Après, je sais plus qui est dans. J'ai plus une idée de qui est dans les filières de jeunes pilotes. Chez Red Bull, vous en avez plein qui sont en F3, en F2. C'est un peu le bazar, donc voilà. Mais en tout cas, voilà, ça c'était l'info pour Piastri. Deuxième information qu'on voulait vous donner. Vous l'avez peut-être vu, mais le Grand Prix de Belgique risque de disparaître du calendrier pour l'année prochaine. Ça veut dire que peut-être que cette année, on aurait la dernière édition du Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps. Les rumeurs disent que dans le calendrier, il ne pourrait y avoir que 10 rendez-vous européens. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en rendez-vous européen, on avait quoi dans notre calendrier en 2022? On les compte. Il y avait l'Émilie-Romagne, ça fait 1. Il y avait l'Espagne à Barcelone, ça fait 2. Monaco, ça fait 3. Il y avait le Grand Prix de Silverstone, ça fait 4. Il y a le Grand Prix d'Autriche, ça fait 5. La France, ça fait 6. Et la Hongrie, ça fait 7. Zandvoort, ça fait 8. La Belgique, ça fait 9. Et l'Italie, ça fait 10. On est d'accord? Ouais. Donc, pardon, excusez-moi, il voudrait réduire à 8 le nombre de GP européens. Ça veut dire que forcément, il y a 2 GP européens qui vont disparaître. Donc, ça veut dire que si on prenait la base d'un calendrier à 25 Grands Prix, un tiers des Grands Prix auraient lieu en Europe, un quart aux États-Unis, puisque tu aurais 3 Grands Prix des États-Unis. Hein? Tu aurais Vegas, Miami et le quota. D'ailleurs, Lincoln, est-ce que c'est inédit dans l'histoire qu'on ait eu 3 Grands Prix des États-Unis? Je crois pas, c'est déjà arrivé qu'on ait eu 3 Grands Prix des États-Unis. Puisque Las Vegas était déjà au calendrier dans les années 80 à un moment donné. Puisque avant... 2 Grands Prix des États-Unis, c'est sûr, parce que dans les années 80, tu avais les États-Unis Ouest et les États-Unis Est. Effectivement, c'était à Long Beach, ça. C'est ça. Ah bah si, Capucine. Monaco, c'est l'Europe. Capu, le Grand Prix de Vegas sera à quelle heure? J'en sais rien. L'année prochaine, je ne sais pas. Et puis vous savez que l'année prochaine, le Qatar vient se rajouter à la liste des Grands Prix l'année prochaine. Et bah, puisqu'il a signé un contrat de 10 ans à partir de l'année prochaine, le Qatar. Et puis, autre info, le Grand Prix de Melbourne en Australie a signé un contrat jusqu'en 2035 pour être en Formule 1. On avait déjà parlé d'ailleurs sur un débrief précédent. Peut-être. Je ne sais pas si je vous avais précisé que la F2 et la F3 aussi iraient rouler en Australie à partir de l'année prochaine.
Linkin, tu peux dire oui ou non, hein, t'as le droit. Hein. Non, non, mais attends, ça a coupé d'un coup, et puis du coup, j'avais peut-être entendu la moitié de ta phrase. Alors, Donc, je disais, Linkin, je ne sais pas si je vous avais dit que la F2 et la F3 allaient aussi aller en Australie à partir de l'année prochaine. bah, c'est une bonne chose. C'est vrai. Donc, apparemment, donc tu parlais des grands prix qui allaient disparaître, des grands prix européens. Donc, c'est pas apparemment, tu me dis, mais ça, c'est franchement quelque chose dont je m'y attendais pas. Et la deuxième, j'entends pas mal parler que le Grand Prix de France aussi serait menacé. Donc, en C'est fait, donc tu parlais, donc ça veut dire qu'en gros, si on prend la globalité des grands prix européens, on enlèverait la Belgique et la France. C'est ça. La Belgique, la dernière fois que la Belgique avait disparu du calendrier, souvenez-vous, c'était lors de l'édition 2006. Il n'y avait pas eu de Grand Prix de Belgique en 2006 puisqu'il y avait des travaux sur le circuit. C'était la dernière fois que ça a disparu du calendrier. Sinon, ça a toujours été au calendrier. Donc, encore une fois, un Grand Prix historique qui disparaît, malheureusement. Pourtant, Bah, un ça, beau faut voir. circuit. Ça veut dire que si jamais le Spa disparaît, c'est Jeddah qui prendra la place de plus long circuit de Formule 1. Voilà. Mais ouais, mais ça serait écœurant quand même. Parce que Bah, là, si on regarde bien, Spa, c'est un des circuits les plus révélateurs de ce qu'on a eu depuis les dernières années. Tous les pilotes, pratiquement, l'aiment ce circuit. Avec Suzuka, voilà. Donc, faut prendre en considération quand même que j'ai l'impression que c'est toujours une histoire de business. C'est toujours ça. En fait, les non, pilotes tu aujourd'hui, veux que je te dise ce qui se passe? On veut américaniser la Formule 1. eh ben, On veut américaniser la Formule 1, clairement. Parce que regarde, ce que je ne comprends pas, moi, aujourd'hui, c'est qu'on a quand même un slogan qui s'appelle We Race as One et qu'on va dans des pays de type Bahreïn, de type Jeddah, de type Arabie Saoudite, de type Nana, qui ne respectent absolument pas les droits de l'homme, alors qu'on est sous la bannière d'un We Race as One. Et t'as des grands prix historiques qui méritent absolument pas de disparaître. Je suis désolée de le dire aujourd'hui, mais je pense que Spa ne mérite pas de disparaître. effectivement, ouais, je suis d'accord Au avec même toi. titre que Monaco ne mériterait pas de disparaître, même si bien sûr les courses sont inintéressantes au possible. Voilà. Et puis effectivement, vous avez raison, on a entendu parler possiblement parce que Stefano Domenicali se rendait là-bas, mais d'un retour de Kyalami en 2023, le Grand Prix d'Afrique du Sud. Voilà. Vous Ça saviez sera une défaite pour beaucoup. Hein. vous saviez quand est-ce qu'avait eu lieu le dernier Grand Prix d'Afrique du Sud? C'était dans les années 90, ça. C'était donc, quand je te dis 1990, dans les années 90, c'était, je crois, c'était dans le temps des pros, des Sénats. C'est ça. Le dernier Grand Prix d'Afrique du Sud, c'était en 1993. Et c'était la manche d'ouverture de la saison 1993. Exactement, et le dernier vainqueur, c'était Alain Prost, hein, qui avait fait le hat-trick complet avec la Williams Renault. C'est ça. Donc, donc voilà. Effectivement, Kyalami pourrait revenir en 2023. Donc, je sais pas ce que ça peut donner. J'ai jamais vu un Grand Prix à Kyalami, du coup. Même dans des replays de GP historiques, j'ai jamais vu un Grand Prix d'Afrique du Sud. Je sais pas à quoi peut ressembler ce circuit de Bah, Kyalami. il y a eu trois circuits justement en Afrique du Sud utilisés. Oui, il y a eu East London d'abord au départ, et puis il y a eu deux versions de Kyalami. C'est ça? C'est ça, il y a eu une première version qui a été utilisée entre 67 et 85 qui faisait 4 km 94. C'est ça, exactement. Voilà, ensuite, et tu avais une autre qui a été utilisée pendant seulement 2 années, 92 et 93. C'est ça, effectivement. Euh, voilà. Mais bon. Ça sera pas dangereux pour les gens l'Afrique du Sud. C'est-à-dire, Capucine, je comprends pas ta question. Ce sera pas dangereux pour les gens l'Afrique du Sud. Bah non. Bah, l'Afrique du Sud, n'oubliez pas que c'est un pays qui a accueilli beaucoup d'événements majeurs. Hein. Ils ont accueilli, je crois, une ou deux Coupes du Monde de rugby à 15.
Exactement. Il y a eu la Coupe du Monde en 2010 gagnée par l'Espagne. C'est ça, la Coupe du Monde de football. Donc, c'est un pays qui sait organiser des grands événements. Donc, non, moi, j'ai pas de réticence là-dessus. Est-ce qu'on avait d'autres infos du paddock Linky? Non. Non, pas à ma connaissance. Eh ben non. Eh ben écoute, on passe au week-end de course maintenant. Allez, c'est parti. Première séance d'essai libre qui s'est déroulée sur le sec. Verstappen a terminé devant Sainz et Alonso. Vous avez le reste des résultats. Les As étaient derrière. Pas de drapeau rouge à signaler dans cette séance. Juste une VSC à cause d'une canette, je crois, sur la piste. Dis donc. Voilà, On n'en manquera jamais de détritus hein, sur les pistes, là, bordel. Oh. c'est ça. C'est ça. Et les écarts étaient déjà serrés dès la première séance d'essai. La deuxième séance d'essai, là par contre, non, il y a eu un drapeau rouge dans cette séance d'essai, je sais plus. Non, je crois pas. Je crois pas. Il y a eu une autre VSC aussi, mais c'est tout. Euh, du coup, Verstappen a terminé devant Leclerc et Sainz. L'Alpine d'Alonso faisait cinquième, tandis que l'Aston Martin de Vettel était quatrième. Voilà. Et puis Valtteri Bottas, il y a eu un problème technique sur sa voiture. Encore une fois, un vendredi de gâché pour Valtteri. Voilà. Ah oui, c'est comme ça, Capucine. Et puis, Linkin, je voudrais juste qu'on s'arrête là parce que avant ces deux premières séances d'essai libre, on n'était pas sûr que Charles Leclerc change son moteur ou pas. Et on l'a appris avant la troisième séance d'essai libre. Breaking news. Charles Leclerc a reçu des pénalités. En fait, il a pris un moteur complet comme Yuki Tsunoda. Et ils sont partis de la dernière ligne, Leclerc devant Tsunoda. Je vous expliquerai pourquoi Leclerc est parti devant Tsunoda quand on regardera la grille tout à l'heure, d'accord? Je vais vous expliquer le principe. Et puis, pour un Grand Prix qui manquait pas de piment, écoutez, on passe à la troisième séance libre. Et puis là, ça a été le déluge sur Montréal. Déjà le jeudi, vous aviez vu peut-être ces images de la voie des stands complètement remplie d'eau. Ah bah c'était une pâte aux joueurs. Hein. C'était C'est une petite piscine, c'est ça, la voie des stands. voilà. Voilà, remplie d'eau. Et donc voilà du coup la séance d'essai libre numéro 3 dans laquelle Charles Leclerc n'a pas roulé ou n'a fait que des tours d'installation, pas de tours chronométrés. C'était un peu risqué hein, pour préparer la séance de l'après-midi, Linkin. Linkin. Non, rien, excuse-moi, j'ai vite fait récupérer une bricole, mais c'est rien. Donc du coup, mais non, mais le problème c'est que c'est malheureux, c'est sûr de ne pas pouvoir rouler, parce qu'à cause de toute la flotte qui est tombée. Alors Mais en même c'est temps, pas tant la flotte le problème, vous le savez. Excusez-moi. C'est toujours la location pneumatique sous la pluie. Vous savez, vous n'avez que 4 trains de pneus intermédiaires et 3 trains de pneus pluie. D'ailleurs, la FIA en avait alloué un de plus, vous savez, après FP3 en prévision de la qualif sous la pluie. ok. Donc, En fait, le problème c'est que bon, déjà, un, à mon avis, il y a des raisons de sécurité. Ils ont vu que si ça soulevait trop, ils ont préféré pas rouler. Et puis, en même temps, comment dire, c'est un peu compliqué quand même de savoir s'il y a d'autres raisons à cela. Leclerc qui a pas roulé, bon, effectivement, qui n'a pas fait de chrono, pardon, c'est un peu logique, on va dire, puisqu'il allait changer justement son moteur. Euh, tot, 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 euh, En fait, ça a joué la carte, beaucoup ont joué la carte de la prudence. Ça se voit. Parce que si on regarde, on n'a jamais l'habitude de voir des Fernando Alonso, des Pierre Gasly, pardon, et des Vettel, des Ricciardo, des Ocon, justement, à ces places-là. Faut être honnête. C'est oui, normal, bah, il y a jamais ça. la pluie, ça retourne souvent des situations, vous savez, ça rebat des cartes, la pluie. Et, Exactement. oui, c'est vrai aussi, Capucine. Ils ont peur de casser la voiture en FP3, bien sûr, mais à un moment donné, Capucine, la peur n'évite pas le danger.
comme on dit. Donc, il faut y aller. Rappelons quand même, je le redis encore une fois, mais ces 20 pilotes sont les 20 meilleurs pilotes de la planète. Ils font un métier que beaucoup d'entre nous rêverions de faire, piloter les plus belles voitures, les plus rapides voitures. Voilà. À un moment donné, je pense qu'ils sont capables de rouler sous la pluie. Et après, ils se plaignent que les pneus Pirelli de pluie sont pas développés. Mais en même temps, s'ils font l'impasse à chaque fois sur les séances d'essai officielles où il pleut, ça va pas aider Pirelli non plus, hein, malheureusement. Parce qu'il y a peu d'essais de gomme pluie, en réalité. Donc, alors, oui, Capucine, de toute manière, on trouvera toujours une raison pour que les pilotes ne roulent pas sous la pluie. Non, ouais, c'est dangereux. Ouais, ouais, le kilométrage des moteurs. Ouais, ouais, la qualité des pneus pluie. Bah oui, mais à un moment donné, si tu roules pas, tu peux rentrer chez toi, hein. C'est ça. Voilà. Mais bon, du coup, la qualification sous la pluie. Et donc, première séance de qualification, élimination surprise de Pierre Gasly et Sébastien Vettel qui avaient terminé deuxième et troisième de la troisième séance d'essai libre. Incroyable élimination. Yuki Tsunoda, lui, n'a fait que 4 tours, il n'a pris que des pneus full wet, tandis que les autres ont pu prendre des pneus intermédiaires, ont tenté les intermédiaires en fin de séance. Voilà. Donc du coup, voilà, je vais vous expliquer maintenant comment on a déterminé la position de Tsunoda et de Leclerc sur la grille. Eh bien, c'est à celui qui a terminé devant l'autre en qualification, fortuitement. Regardez, Tsunoda a terminé 20e, Leclerc a terminé 15e puisqu'il n'a pas participé à Q2, pardon. Donc, c'est Leclerc qui est parti 19e au jeu des pénalités. Voilà, tout simplement. Il fallait terminer le mieux des deux. Voilà, Bah ouais. donc deuxième séance d'essai, Norris a eu un problème. Deuxième séance de qualif, Norris a eu un problème technique sur sa voiture qui l'a empêché de participer. Du coup, il n'y a que 13 chronos. Et élimination surprise de Sergio Pérez en Q2. Alors ça, je ne m'y attendais absolument pas. Et oui, Parce il que nous a fait un beau strike, on va dire. On va dire un beau Hmm, strike. Il a planté la voiture dans les deuxièmes S ouais, de dans le justement. virage 3, en fait. Il est parti à la faute dans le virage 3. Il a bien tapé. On lui a demandé d'enclencher la marche arrière. Il a enclenché la marche arrière. Il n'a pas pu reculer. Et on pense que c'est peut-être la source du problème. Comment dire, qu'il a eu en course. On va en reparler tout à l'heure. Cet accident de qualif de la veille. Voilà. Ah non, Capucine, je peux pas te laisser dire ça. C'est pas une erreur de débutant. Euh, tu sais, nous, on peut pas se rendre compte parce que quand on conduit notre propre voiture sous la pluie, ça a l'air génial. Mais quand eux, ils conduisent des voitures avec 900 ou quasiment 1000 chevaux dans le moteur et sur une piste mouillée, je peux te dire que ça glisse. Il a juste en fait bloqué la roue. Simplement, il a bloqué la roue avant et il est parti tout droit. Il pouvait pas tourner. Donc voilà. Linkin, tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Non, non, pas du tout. On peut passer à l'étape suivante. Et donc Q3 avec la pole de Verstappen devant Fernando Alonso. Quel génial pilote ce Fernando Alonso. Même à 40 ans, regardez ce qu'il est capable de faire. Vous saviez la dernière fois que Fernando Alonso s'était retrouvé en première ligne d'un Grand Prix, vous saviez où c'était? C'est vieux, hein? Grand Prix d'Allemagne 2012. Ah oui, quand même. C'était donc à Hockenheim, puisque Hockenheim était encore au calendrier. Il me semble que je dis... Attendez, je vais dire une bêtise. Grand Prix d'Allemagne 2012. Eh bien oui, c'était bien à Hockenheim. Et la séance de qualification s'était passée sous la pluie, comme au Canada d'ailleurs. Et du coup, il avait terminé déjà en première ligne en tout cas. Donc, ça nous donne la grille de départ suivante, du coup.
Verstappen, Alonso en première ligne, Sainz, Hamilton en deuxième ligne, les deux As en troisième ligne, Magnussen devant Schumacher, meilleure qualification de sa carrière pour Mick Schumacher, sixième, incroyable Mick sous la pluie, hein. Il était bon. Il a fait le job. Il a fait le job, hein, vraiment top. Il faut dire aussi qu'il était à bonne école, son papa était assez bon sous la pluie déjà. Ouais, et Schumacher, on peut se rappeler de ce qui s'est passé en Espagne en 1996. C'est ça, exactement. Et puis ensuite, il y avait une quatrième ligne Ocon-Russell, une cinquième ligne Ricciardo-Zhou. Donc je vous l'ai dit, Pérez partait 13e, Leclerc et Tsunoda, tous les deux pénalisés pour un changement de moteur, 19e et 20e. Parlons de la course maintenant, cher ami. L'extinction des feux déjà, pas d'accident au départ, alors que pourtant on sait que le premier virage est toujours un écueil à accident, on le sait, hein, on se souvient de 1998 sur les deux départs et Jean Alesi qui se fait bousculer 2 fois, hein, on s'en souvient. Et donc là, pas de... Il y a Sainz quand même qui aurait pu se montrer plus dangereux sur Alonso, mais Alonso a gardé sa deuxième position. Verstappen, lui, a fait l'envol parfait, il a pris de l'écart tout de suite. Et puis, premier abandon dans ce Grand Prix, Sergio Pérez, voiture... Qui a connu un gros souci de fiabilité. C'est ça, alors... Il semblerait que ça puisse être un problème sur la boîte de vitesse, sur l'hydraulique de la boîte de vitesse, ce qui pourrait nous faire croire que en fait, l'accident du samedi et le fait qu'il ait voulu enclencher la marche arrière, ça a peut-être pu abîmer la boîte sans que l'équipe le voie. Parce qu'on rappelle que s'il avait changé la boîte, Pérez, il prenait 5 places de pénalité. Encore que... Ah non! Attendez, non, je dis une bêtise. Il n'y a plus de pénalité. Ça n'existe plus aujourd'hui, la pénalité pour changement de boîte de vitesse. Elle existe. Parce que je crois qu'ils ont le droit à 4 boîtes de vitesse pour toute la saison, les pilotes. Ça fait partie d'une allocation. Excusez-moi. C'est moi qui ai dit une bêtise. Pardon. Autant pour moi. Comme dirait l'autre, autant pour WAM. Voilà. Mais Pérez, donc problème technique sur la voiture. Première virtual safety car. Et là... certains s'arrêtent, d'autres pas. C'est osé. Verstappen s'arrête pour mettre des médiums alors qu'il reste 60 tours à couvrir. On se dit que ça tiendra jamais, Lincoln, quand on voit ça. Sachant qu'ils avaient amené les pneus les plus tendres de la gamme. De toute façon, si tu regardes le premier arrêt au stand, c'est Pierre Gasly qui le fait au tour 5. Alors, et quand même... Oui, effectivement. Alors, là, pareil, pour l'arrêt de Pierre Gasly, on ne sait pas s'il était forcé à rentrer au stand parce qu'il a loupé son freinage et qu'il a dû rentrer au stand. On ne sait pas. Exactement. Parce que on a eu... Ah si, il y a eu un contact aussi avec Magnussen. Alors oui, Magnussen s'est vu brandir le drapeau noir à disque orange, vous savez, puisqu'il avait un problème sur son aileron avant. Exactement. Côté droit, justement, à cause d'un contact au départ. Et on parlait de départ, effectivement, Capucine le souligne. Mais quel départ de George Russell! Il nous a fait une botasse en Autriche sur la lampe. Incroyable départ. Le temps de réaction de Russell, le lâcher d'embrayage était parfait sur le temps de réaction. Magnifique départ de George, encore une fois. Je trouve que depuis le début de saison, Russell, il est l'un des pilotes les plus constants au niveau de ses départs. C'est quand même incroyable. C'est vrai. Et tu vois, quand tu vois par rapport... C'est pas Capucine qui va... Excuse-moi, c'est pas Capucine qui va démentir l'info, hein, n'est-ce pas, Capucine? Dis pas ça, sinon elle va avoir mal pour Lewis. Je dis ça, je dis rien. Mais non, Lewis est un grand champion, on le sait tous. Oui, ça va, on le sait, j'ai bien compris ça. Alors, du coup, en fait, on s'aperçoit que on a donc Pérez abandonne direct au tour 9, provoquant justement une virtuelle safety car. Donc, et c'est là que commence vraiment la grande vache des pit stops. Verstappen et Lewis Hamilton, justement, pit justement pour utiliser de la gomme dure. Rappelons quand même que cette gomme dure, tu parlais que c'est
que la gomme dure, c'était la gomme, je crois, c'était la gomme C3. C3. T3. Donc c'était la gomme médium, je crois, ou avant. Non, en fait, ça faisait 3 grands prix consécutifs qu'on utilisait la gamme de pneus la plus tendre. Il y avait eu Monaco, Bakou, mais également le Canada, puisque c'est une piste peu abrasive, le Canada, en réalité. Oui, effectivement. Donc on a eu, donc là on a eu Verstappen, en tout cas Verstappen, Hamilton qui ont coûté pour les durs. Un tour après, la VSC rentre. En tout cas, on arrête la Virtual Safety Ouais, Car et on repart. Et Sainz, du coup, est-ce que Sainz n'aurait pas loupé le coche à ce moment-là? Parce qu'on rappelle qu'un arrêt sous SC ou sous VSC coûte 9,5 secondes en tout et pour tout. alors non, pour moi c'est pas là que ça se joue le tournant. D'accord. Alors, on Pour compte. moi, Alors, le tournant, pour moi, je le dis, hein, pour moi le tournant il vient vraiment à l'arrêt catastrophique qu'il y a eu autour. Attends, si je regarde bien alors mes calculs. attends, Linkin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même dérouler la course. Donc, la course reprend ses droits au 12e tour, effectivement. Euh, tout se passe bien jusqu'à nouvelle VSC au tour 20. Cette fois-ci, c'est l'abandon de Mick Schumacher sur problème de power unit. Problème moteur, en fait, hein, tout simplement pour Mick. Rebelote, re-VSC, et là, il y a un arrêt pour Carlos, je crois, si je dis pas de conneries. Carlos s'arrête. Effectivement, Carlos Sainz s'arrête au tour 21 en fait. C'est ça. Pour justement mettre les durs. Et là, ils font un arrêt qui est, entre guillemets, Ferrari fait un truc qui est catastrophique où ils perdent énormément de temps puisqu'ils font, et même également sur Leclerc, hein, je le dis, ils font un arrêt qui leur fait environ 6 secondes, je crois 5 à 6 secondes d'immobilisation, ce qui est absolument incroyable. Et Alors que quand on voit. c'est surtout qu'en plus, il repart derrière un train de voiture. Alors que l'objectif, c'était de repartir devant. Ouais. Alors qu'en fait, si Sainz n'avait pas eu justement ce gros problème d'arrêt au stand au tour 21, il était devant Verstappen. Très clairement. Il était devant et puis il pouvait largement le concurrencer. Malheureusement. Hein. Alors pareil, Alpine a pité pendant la deuxième VSC. Mais je crois qu'il y avait Ouais. un double arrêt chez Alpine d'ailleurs à ce moment-là. Ocon, Alonso puis Ocon. Excusez-moi. Alonso a pité pour la deuxième fois au tour 28. Oui, et la première fois. C'était. Parce que faut vous expliquer que Linkin, il a tout noté sur la course. Incroyable. Je note généralement les stratégies dans le but, justement, à ce que ça soit plus simple. T'as bien raison. Alors, mais en tout cas, effectivement, ils se sont un peu ratés sur la stratégie Alpine parce que du coup, Alonso s'est retrouvé un peu bloqué à un moment donné. Ocon aussi. Pourtant, les Alpines avaient encore une bonne vitesse de pointe, mais ça n'a pas suffi. Exactement. Ouais, mais non, Capucine, parce que regarde, la deuxième VSC, elle a lieu au tour 20. Il reste 50 tours à couvrir. Des hards ne couvriront jamais 50 tours. Alors après, tu vas me dire, ouais, mais après, ils auraient pu profiter de la SC au tour 50 pour repiter et remettre des pneus médiums, par exemple. C'est vrai aussi. Parce que ça faisait 20, 30 et 20 tours, effectivement. Mais pourquoi ils l'ont pas fait, je ne sais pas. Je suis pas stratège chez Alpine. De toute façon, Val, je te l'avais en plus envoyé sur Discord. Je sais pas si tu l'as vu, Oui. mais je t'avais envoyé l'info qu'ils avaient balancé sur Twitter. Et justement, on va voir si on peut quand même récupérer des stacks de chez. Alors oui, ah je l'ai, ça y est. Alors Donc oui, du coup, c'était les pneus qui restaient à chaque pilote au départ de la course. Donc il faut savoir que il leur restait tous évidemment des pneus rouges neufs puisque la qualif s'était faite sous la pluie. Ne l'oubliez pas. ouais. Et Donc, que tous les pilotes sont partis en médium, sauf Leclerc par exemple qui est parti en pneus durs. ouais. D'ailleurs, très bonne stratégie. Hein. D'ailleurs, très bonne stratégie. Oui, parce que si on... Encore une fois, c'est toujours la même chose. Si on accepte l'arrêt au stand raté, la stratégie est juste géniale chez Ferrari. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Exactement. Tout à fait. Mais oui, Capucine, je suis d'accord avec toi. Alonso perdait 2 secondes au tour avec ses médiums, mais qu'est-ce que tu veux dire? Tac.
Tac, importe un fichier et normalement tu devrais la recevoir. Tu me l'avais déjà envoyé, je l'ai retrouvé. Hein. Oui, mais là je viens de te la mettre dans le drive. Oui, mais pourquoi faire? Tu veux que je la mette? Bah, justement, comme ça on aurait pu afficher le truc et puis comme Alors, ça ça attends. aurait. Vatilkin, reparlons de la stratégie. Donc, tu disais Leclerc a une très bonne stratégie, effectivement, puisqu'il a profité, je crois, de la safety car pour s'arrêter. Non, il s'est arrêté avant la safety car. C'est ça? Exactement. Il s'est arrêté au tour 45, je crois. Euh, Et ben, je vais te le dire, c'est tout simple. Leclerc, il a pité tard, justement, dans la course. Faut savoir quand même prendre en compte la chose, c'est qu'il a été vachement économe sur ses pneus. Ça a été absolument incroyable. Je pensais pas qu'il allait faire autant de tours. Donc, Leclerc, il a pité au tour 41. Ouais. Imagine, sur 70 tours, il avait fait presque la moitié. Bah, plus que la moitié, puisqu'il est Mais parti non, d'ailleurs. Bah, si. regarde, Et 70 tours. 70 tours divisé par 2, chez moi, ça fait toujours 35. Hein. Il a fait plus de la moitié avec des pneus Oui, hard. oui, c'est sûr. Bah, il a fait la moitié plus 6 tours. C'est ça. Alors attendez 2 secondes. Hop. Je récupère juste ton image, Linkin. Vous voyez, on fait ça en direct. Je vais juste rajouter une scène. La stratégie Pirelli. Voilà. Vous voyez, on fait ça. Hop. C'est un écran tout noir que vous voyez. C'est normal. Je vais, vous inquiétez pas, on va remettre tout ça. Hop. Voilà. C'est tout bon. Ah, attends, tu peux pas savoir que je l'ai mise, Linkin, effectivement, parce que j'ai oublié quelque Oui, c'est chose. bon, je la vois. Eh oui, parce que tu as le retour Twitch. Oui, exactement. Sinon, je pouvais te mettre le... Voilà. Donc, voilà. Mais du coup, voilà. Pendant les 6 derniers tours, Leclerc, il avait plus de pneus. Bah... En même temps, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Parce que remettre des rouges à 20 tours de l'arrivée, c'était pas très... Ah, il se serait effondré. C'est ça. Il se serait effondré. Hein. Ça aurait été un peu. Ça aurait fait un peu comme Alfa Romeo en Italie quand Gasly avait gagné. Ça veut dire qu'en gros, les deux Alpha, en fait, si on leur avait pas mis si on leur avait mis des médiums au lieu des softs, ils auraient largement mieux tenu que par rapport à ce qu'ils ont tenu. Bah là, Leclerc, on lui aurait fait la même chose. Là, ça aurait été extrêmement la guerre. Sauf que là, pour le coup-là, Ferrari a bien joué pour ce coup-là, Ferrari a bien joué. Oui, Donc, c'est vrai, hein, c'est vrai. excusez-moi, hein, si je ne mors pas avant la fin du Grand Prix, avant la fin du débrief, pardon, ça sera déjà bien. Voilà. Donc, Bon, ça c'était pour les arrêts au stand. Maintenant, on retient la performance de qui du coup dans ce Grand Prix en et bah vrai? pour moi, pour moi Il y a les vraiment, Mercedes, bien sûr, puisqu'elles ont fait une course solide, même si elles étaient encore loin. Faut pas se leurrer. Hein. exactement, bah, les deux Ferrari aussi, Leclerc, Sainz. Alors Bah, Sainz, ok, il a dépassé moins de voitures, mais il a quand même été vachement à la hauteur encore une fois. Et ça montre vraiment ce qui, moi et je ça trouve confirme bien ce que je il a pensais. manqué d'un petit quelque chose pour doubler Verstappen. Je sais pas de quoi il a manqué. De vitesse de pointe, certainement. Déjà, il y a la vitesse de pointe, mais il y a aussi la stratégie manquée. La stratégie, la stratégie ratée, entre guillemets, au stand, le pit au stand raté, ça a loupé, hein, aussi, hein, ça a contribué là-dedans dans l'histoire. Bah ouais, mais c'est toujours la même chose chez Ferrari. Quand on parle de Ferrari, on parle toujours des mêmes problèmes, c'est-à-dire soit un problème de fiabilité, soit un problème d'arrêt au stand raté ou de stratégie ratée. Est-ce que Ferrari est vraiment faite pour jouer le championnat? Je ne sais pas. Ferrari ont complètement la capacité, c'est sûr. Mais il faut savoir être beaucoup plus solide que ça. Il faut vraiment adapter mais après, le problème, je pense que ça serait bien que l'équipe soit un petit peu renouvelée. Tu vois, c'est-à-dire que par exemple, on aurait un calibre dans le style de James Valls, par exemple. Tu vois qui c'est, James Valls? Ouais, effectivement. Tu vois qui c'est? Dis-moi, je te pose la question. Attends, repose ta question parce que j'ai pas entendu.
Tu vois qui c'est, James Voss? Oui, c'est le stratège de chez Mercedes. Exactement. Je m'en souviens, il avait été interrogé sur Canal après la victoire d'Ocon. Voilà, exactement. Mais si on a un gars, justement, un stratège comme James Voss chez Ferrari, je pense qu'il y aurait quand même un petit peu plus. Je pense que ça se passerait peut-être un petit peu mieux. Parce que là, le problème, c'est que personnellement, j'ai rien contre Inaki Rueda, mais Inaki Rueda, je pense que là, il a fait son temps. Ça se voit qu'il est pas aussi solide comme l'aurait pu l'être un James Walsh ou un Ross Brown. Oui, mais il débauche qui? Il faut un gars costaud qui vienne d'un. Parce que par exemple, je Au pire, sais que tu fous les pilotes à la stratégie, ils font leur propre stratégie, puis c'est fini. Hein. bah, ça serait bien que éventuellement les pilotes disent non, non, pas à ce moment-là. Si jamais ils s'aperçoivent que c'est pas terrible, et bah, qu'ils disent personnellement qu'ils donnent leurs avis. Carlos Sainz l'a déjà prouvé, il l'a déjà fait en Hongrie. Pourquoi ça se referait pas? Voilà, faut être honnête là-dessus. C'est vrai. Vous avez compris pourquoi les Mercedes ne remontaient pas en course alors qu'aux essais, remontaient beaucoup. Non, je t'avoue que non. Alors, est-ce qu'ils ont modifié la hauteur de caisse en prévision de ce qu'allait leur demander la FIA? Je ne sais pas, Capucine. Mais effectivement, après, sous la pluie, euh, ça rebondissait un peu moins parce que les pneus taille basse, c'est une question de pression de pneus aussi. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est une question de petits, ce qu'on appelle les PSI, c'est l'unité quand on gonfle les pneus. Vous voyez? Euh, voilà. Max a remporté la course aux champions. Oui, c'est vrai. Même si l'écart est pas énorme. Non, effectivement. Mais en même temps, vous allez me dire, c'est dû à la voiture de sécurité du 50e tour. Et pour une fois, je vais dire qu'elle a fait correctement son job. C'est-à-dire que cette fois-ci, tous les pilotes ont pu revenir derrière, même ceux à un tour, avant son redépart. Mais c'était chaud parce que heureusement qu'ils se sont amusés un peu à freiner, accélérer dans la ligne droite parce que sinon les pilotes revenaient pas. C'est sûr, effectivement. Donc voilà. Et Capu qui nous dit après, personnellement, je pense que Max est plus fort que Leclerc et Perez est plus fort que Sainz. C'est difficile intrinsèquement de dire que Max est plus fort que Leclerc. Il n'y a rien de probant qui dit que l'un est plus fort que l'autre. Alors oui, vous allez me dire, ouais, Max, il a un titre de champion, Leclerc n'en a pas. Mais oui, mais regardez la voiture qu'avait Leclerc il y a ne serait-ce qu'il y a 2 ans, par exemple. Euh, Rien à voir, hein, comparé à celle de Verstappen. Hein. voilà. Euh, Alors, a priori, ils ont dit sur Canal+ que leur nouvelle réglementation était bidon, car les équipes pourraient la contourner très facilement. Oui, alors tu parles peut-être de la directive technique, justement, vous n'en avez pas parlé. Effectivement, la FIA a sorti une nouvelle directive technique suite à des plaintes, notamment à cause du marsouinage. Notamment, Mercedes était plainte que le dos de leur pilote était un peu en danger. Et donc, il était censé y avoir un test en FP3. Toutes les voitures devaient faire 3 tours à une vitesse de course sans ouvrir le DRS et sans suivre une voiture pour qu'il y ait une valeur de référence qui soit donnée. Et si la valeur de référence n'était pas respectée, la FIA allait disqualifier la voiture et demander à la voiture qu'elle soit relevée de 10 mm en hauteur de caisse. La directive n'a pas été appliquée pour ce week-end, pour la simple et bonne raison qu'il a plu en FP3 tout simplement et qu'il était donc impossible de prendre une mesure. Mais là encore, ça fait la même chose que la flexibilité des ailerons avant. Voyez-vous ce que je veux vous dire? La flexibilité des ailerons avant, effectivement, quand l'aileron n'est pas appuyé par l'air, ton aileron est peu flexible, il passe les tests FIA. Mais une fois qu'il est à l'air dans une course, vous voyez bien l'aileron avant de la Mercedes, les flaps qui se plient ou qui se déplient. Vous voyez bien le phénomène. Donc effectivement, ça peut être contourné facilement. Encore que c'est pas si simple. Hein. Effectivement. De contourner techniquement ça. Donc, à voir. Donc, pour Silverstone, je pense qu'elle va être appliquée. J'espère que Mercedes aura. Capucine, en réalité, ça va pénaliser toutes les écuries qui ont du rebond.
Ferrari, je suis pas sûre que ça les pénalise grandement. Mercedes, par contre, va être la plus pénalisée de toutes. Parce que, je voulais vous expliquer ce phénomène. Si la FIA demande à une voiture de relever sa hauteur de caisse de 10 mm, ok, elle rebondira moins, mais elle ira beaucoup moins vite parce qu'elle générera beaucoup plus de traînées aérodynamiques, ce qui freinera la voiture. Mm. Voilà. Ce qu'on pouvait vous dire sur la directive technique. Écoutez, je pense que pour la course, on a fait le tour. On va juste quand même regarder deux, trois Ah, bah si, on n'en a pas parlé, non. Le crash de Tsunoda qui était un petit peu bête. Et oui, le crash de Tsunoda qui fait faire rentrer la voiture de sécurité. Alors là, par contre, Capucine, tu disais que Pérez c'est une erreur débutant, mais alors là, par contre, Tsunoda, c'est vraiment une erreur de débutant. Pneu froid, il loupe son freinage à la sortie de la voie des stands, il tire dans l'herbe, il tire tout droit, il abîme la voiture. Bref. Ah, c'est malheureux, hein. Capucine, elle dit, il a fait une Grosjean. Oh, plus ou moins. D'ailleurs, Romain était au commentaire ce week-end sur Canal+, vous avez vu? Oui, avec l'ami Julien. Avec l'ami Juju, bien sûr. Donc voilà. Alors, Mais effectivement, euh, il a fait une Grosjean. Oh, ça va. Il en a fait dans sa carrière, c'est vrai, mais bon, oh, ça va. On va pas le blâmer pour ça. Donc voilà, le Grand Prix, voilà ce qu'on pouvait vous en dire. Alors, on n'en a pas dit beaucoup parce que c'est vrai que la course en elle-même, elle a été un petit peu, on va dire, c'était plutôt une course d'attente. On a attendu les erreurs des autres, à tes souhaits, Linkin. Ah non, excuse-moi, parce que tu sais, le Covid, Bobby, j'aime bosser beaucoup. Fais gaffe, tu vas commencer à parler du nez. Et donc, du Oh, coup, bon. qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous dire, c'était un peu une comment dire, une course d'attente. On a attendu, effectivement, il y a eu les SC, les VSC qui ont grandement bouleversé les stratégies, c'est vrai. Capu, moi j'ai zéro préférence. Moi je trouve que l'équipe Canal, justement, c'est très bien qu'elle se soit étoffée avec ce club des experts, vous savez, avec Éric Boulier, avec Julien Simon-Chotan, avec Jean-Louis Moncé, bien sûr, et puis avec Jenny Gao, la journaliste britannique. Je trouve que c'est très bien qu'ils se soient étoffés. Moi je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Par contre, dommage qu'ils aient fait faire un binôme entre Laurent Dupin et Julien Febvre, parce que je trouve que comme justement ils ont la même compétence, il manquait quelque chose, il manquait une partie technique. Laurent, la partie technique, c'est pas son truc à Laurent Dupin. La Bah non, partie ça, technique. c'est plus Franck Montagny, ça. Bah, c'est surtout que non, c'est plus le truc de Julien Simon-Chotan. Il a été ingénieur de piste, il connaît plein de trucs. Donc c'est vrai par contre que son apport dans la voie des stands était juste génial parce que voilà, c'est un formidable journaliste de terrain. Et d'ailleurs en plus ils ont pu remontrer quelques images. Vous savez que le dernier podium qu'a fait Romain Grosjean en Formule 1, c'était avec Julien Simon-Chotan comme ingénieur de piste. Ah bah, C'était c'est Belgique, génial. vous vous rappelez de Belgique 2015? Ouais. Eh ben c'était là. Ouais, bah Grosjean avait profité de la crevaison de Vettel pour être sur le podium. C'est vrai, c'est vrai. Et c'était le dernier podium de Romain en Formule 1. Voilà. Donc, on regarde les résultats de la course. Pardon, excusez-moi. Ouais. Alors, j'ai pas la fiche résultat comme d'habitude. J'ai ce top 10 à vous montrer. Donc, Verstappen, Sainz, Hamilton pour le podium. Russell termine 4e. C'était avec Lotus, effectivement. Leclerc 5e. Belle remontée quand même. 14 positions de remontée. C'est pas mal, hein. Il avait dit, je terminerai dans le top 5. Bah, écoute, il s'est pas trompé, il s'est pas planté. Ocon, du coup, 6e devant. Alors, Bottas et Zhou, puisqu'Alonso a été pénalisé de 5 secondes pour avoir zigzagué pour défendre sa position contre Bottas. Donc, il a été pénalisé de 5 secondes. J'ai vu l'image, je ne sais pas si vous avez revu l'image sur les réseaux, mais je pense que c'est tout à fait justifié qu'il ait été pénalisé. Je pense.
Exactement, en fait. Hein. On a vu un peu ce qu'il a fait. Bah, on a l'impression que là, il a conduit encore comme un. L'impression qu'il a conduit comme un Mazepin, tu vois, je dirais. Mais non, mais excusez-moi, je vais le dire, il s'est battu avec son matériel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Déjà, deuxième sous la pluie, une Alpine en qualification, c'est déjà une énorme performance. La voiture est rentrée dans le rang, j'ai envie de dire. C'est normal. Donc voilà. Et puis du coup, ça veut dire que Bottas et Zhou donc ont gagné une position chacun, septième et huitième. Donc Zhou a encore marqué 4 points, ça fait 5 points pour lui, je crois. Et Stroll a marqué un point pour Aston Martin. Incroyable. C'est ça. Après, donc on a, parce que là, j'ai le classement, moi, les classements de la FIA. Donc on a Daniel Ricciardo qui est 11e, Sébastien Vettel 12e, 13e Alex Albon devant Pierre Gasly, Lando Norris, Nicolas Latifi et Kevin Magnussen. Oui, dernier classé, 17e Kevin. Voilà. Tiens, Ouais. d'ailleurs, je vais en parler, mais bon, on aurait peut-être dû en parler au niveau des infos du paddock. On entend des bruits comme quoi le cher Mazepin, il oserait préparer son retour. Qu'est-ce que vous penserez de ça? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Moi, personnellement, je donne mon avis, je suis contre. Moi, je Voilà. pense que c'est pas une question de pour ou contre. C'est une question que ça dépend. Enfin, on va dire que la condition pour qu'il revienne dépend pas de lui. Ouais, Puisque ça dépend je dirais que ça dépend de Poutine. Tu vois ce que je veux te dire? Mais exactement. il a raison de se préparer parce que je pense toujours qu'il a été. Enfin, bien sûr, on peut comprendre d'une manière ou d'une autre qu'il y ait une petite rétorsion au niveau de la Russie du côté de la FIA, que ce soit du côté des pilotes FIA ou du côté des circuits FIA, bien sûr. Évidemment, la Russie a fait la guerre à l'Ukraine et c'est normal que la Russie en paye des conséquences. Mais C'est sûr. je trouve que c'est injuste pour le pilote parce que cette année, il aurait une voiture de dingue. Bah, en fait, le problème, tu vois, moi, j'ai pas. En fait, pour la voiture, je m'en faisais pas tant. Mais le problème, c'est que Mazepin, on connaît un petit peu son comportement sur la piste. Comment il a Alors, été, en plus, alors assez. du Il coup, a... Capucine, non, Mazepin, il n'a pas été interdit. On va dire il a été la victime collatérale de la guerre en Ukraine, tout simplement. Il a été, enfin, Voilà. parce qu'il n'a pas été viré de son équipe. En réalité, il est juste parti parce qu'il pouvait pas conduire. Mm. Ou alors, fallait qu'il conduise sous bannière neutre, comme c'était déjà le cas l'an dernier, il conduisait sous bannière neutre. Donc, voilà. Ouais, mais le problème, c'est que le gros problème, c'est qu'on aurait encore dit il aurait eu encore un comportement pas terrible avec Mick Schumacher, plus il manquerait encore de sociabilité et tout ça, etc. Donc le problème, c'est que si on se retrouvait encore avec des galères de ce genre-là, je ne sais pas si James non, comment c'est C'est Gunther Steiner, non? Jen Haas et puis Gunther Steiner, eux, ils n'auraient peut-être pas spécialement été très contents déjà. Ouais, Parce que déjà, ils ont déjà fait déjà pas mal de fois la reproche justement à ce sujet. c'est vrai. Mais bon. Bon, on a vu les résultats. Du coup, si on pouvait couper l'écho, s'il vous plaît, je vous remercie. Euh, alors, J'en ai pas mon déco, non? ah si, si, moi je m'entends. C'est bon. Là, c'est bon, Linky, c'est bon. Du coup, regardez ce tableau. C'est les pilotes qui ont le plus gagné en Formule 1. Bien sûr, Lewis Hamilton, le leader incontesté, pour l'instant bloqué à 103 victoires en Formule 1. Mais regardez celui qui a fait son apparition dans les 10. C'est un certain Max. 26 Exactement. victoires en Formule 1. Il a une unité d'un certain Jackie Stewart, à 4 unités de Nigel Mansell et à 5 unités seulement de Fernando Alonso. Donc il pourrait dépasser ces pilotes-là assez vite. Bah,
Bah, de toute façon, je vais te dire un truc. Il suffit qu'il gagne à Silverstone, Verstappen, déjà, il égale Jackie Il Stewart. sera l'égal de Sir Jackie Stewart, anobli par la reine, bien sûr. Oui. Exactement. Donc, c'est déjà. Bah, déjà, quand tu rejoins le niveau des Stewart, des Loda, des Prost, des Senna, etc., déjà, tu deviens une légende. C'est vrai. Et alors, vraiment le sublime de la légende, ça serait quand tu remontes évidemment dans le clan des Schumacher et des Hamilton. Là, d'accord. Mais bon, de là pour l'instant, aller rejoindre Schumacher et Hamilton, il y a encore beaucoup de route à faire. C'est vrai. Bon, Il voilà. va dépasser Alonso 26, et Alonso il en est à 32 victoires. Oui, effectivement, t'as pas tort, Capucine. Bah oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. En plus, Capucine, tu m'as pas écouté. Pas bien, Capucine. Pas bien de pas m'écouter. C'est ce que j'ai dit. Et puis, il y a encore eu une vraie performance de Monsieur Consistance. Regardez, encore un top 5. Regardez-le. La série qui ne s'arrête pas. Le Canada ne fait pas exception. 9 Grands Prix, 9 top 5 pour Monsieur Consistance. George Russell. Oh là 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 Mais là là qui, là. mais qui aurait pu penser que George allait être aussi bon avec une voiture 2022 Mercedes, sans déconner? Parce que Personnellement, personnellement, moi, je savais qu'il était capable de faire des grandes choses. Il l'a montré chez Williams. Mais dans une voiture avec un profil totalement différent. C'est une voiture 2021. Tu vois ce que je veux te dire? ouais. Non, mais bon, Russell, j'en doutais pas. Très clairement, j'en doutais pas. Mm. Là, vraiment, ben, il a une force mentale qui est incroyable déjà, Russell. Faut le dire, hein. Tu vois, s'il a Et été puis il est capable déjà, jeune. Il est jeune, vous savez, qui fait partie de la même génération que les Charles, que les Alex Albon, que les Lando Norris. Gasly, Oui, aussi. Gasly, il a 26. Et Latifi aussi, ils font partie de la même génération, ces gens-là. Exactement. Et justement, il est Verstappen, faut pas l'oublier. Ah non, Verstappen, Et c'était la génération d'avant. Lui, Verstappen, il est plutôt de la génération Ocon. Puis ils ont fait leur classe en même temps. bah, Verstappen a fait aussi avec Gasly et Leclerc. Oui, c'est vrai. Capu, il a signé pour combien de temps? Russell, je crois qu'il a signé jusqu'en 2024. Si je dis pas si je dis pas de bêtises. 2 saisons complètes. Faut vérifier ça, Capucine, mais tu tapes contrat Russell Mercedes, tu devrais trouver ça. Mais incroyable, George. Franchement, ce garçon a une valeur ajoutée incroyable. Ah Silverstone, ouais, mais Silverstone, ça va être une vraie guerre de nerfs avec Lewis. Parce que est-ce que maintenant, le vrai roi de Silverstone, ça va pas devenir George maintenant? Je le crois, moi. faut voir. Mais quand tu vois déjà une Regardez, domination, souvenez-vous, regardez, les légendes, entre guillemets, se succèdent. Quand Jenson Button était en Formule 1 avant que la coqueluche Lewis Hamilton n'arrive, Jenson, les Anglais n'avaient Dieu que pour lui. Quand Lewis Hamilton est arrivé, Jenson Button au placard. Et maintenant, Russell. Voilà. Alors pourquoi tout le monde dit que Mercedes va être bon à Silverstone? Peut-être parce qu'ils ont vu un oracle qui leur a dit que Mercedes va être bon à Silverstone. Je ne sais pas. Peut-être, honnêtement, alors alors, peut-être que c'est à cause du package d'amélioration, Capucine, je ne sais pas. je vais répondre à Capucine sur quelque chose comme de concret. Je pense que là-dessus, normalement, tu devrais être un peu plus éclairé. En fait, ce qui se passe, c'est que déjà, Hamilton, il a quand même déjà un sacré package d'expérience déjà ici à Silverstone. Parce que au-delà d'avoir gagné, en tout cas, il est l'un, je crois, des co-détenteurs de victoires sur ce circuit. C'est Oui. aussi c'est en même temps le lieu où il s'entraîne tout l'hiver, puisque c'est là que la plupart des écuries sont basées. Oui, elles Mercedes, sont basées en Angleterre. Red Mercedes, vous Bull, savez que c'est l'usine de Brackley. Red Bull, c'est Milton Keynes. voilà, Force India, Non, il y a Aston Martin maintenant. Et, Aston Martin, pardon. et une partie d'Alpine aussi.
En- Oui, euh, euh, Alpine, Enstone, Alpine, Enstone voilà. pour Alpine et juste à côté de Silverstone en fait pour Aston Martin. Et puis Williams aussi. Exact. Donc, du coup, en fait, Mercedes a toujours été, même s'ils n'ont pas tout le temps gagné, ils ont toujours été quand même aussi assez bien régulières. Donc, dans l'histoire, en gros, ils ont vraiment de bonnes chances à ce qu'ils soient justement aussi bons. Alors après, on va dire, on va toucher du bois pour pas que, entre guillemets, il n'y ait pas de, entre guillemets, de soucis de C'est bon, j'ai fiabilité. touché du bois moi. Ben voilà. Bon, vaut mieux trop éviter d'en toucher parce que moi-même, je l'ai très mes dépens. Hein. Tu vois, j'avais touché du bois en me disant que j'allais passer toujours à travers les mailles du filet par rapport au Covid, et ben pourtant, j'ai chopé. Hein. Donc, Bref, donc, du coup, pour en revenir à Mercedes, du coup, ce qui est très important, c'est de rester vraiment consistant. Hamilton, il sait gérer. Russell, il a toujours prouvé de bonnes choses. Alors, ok, Verstappen a quand même maintenant commence à être de plus en plus redoutable et à tenir la dragée haute. Mais justement, c'est intéressant. C'est très très intéressant. Justement, j'ai hâte de les voir s'affronter en duel. Et puis, on verra lequel en sortira vainqueur. on rappelle pas de week-end de sprint à Silverstone comme l'an dernier. Le prochain week-end de sprint, ce sera en Autriche, la course de 100 km le samedi. On regarde qui était élu le pilote du jour, sans surprise. Il est beau dans sa tenue rouge. Charles Leclerc, élu pilote du jour. Là-dessus, ça souffre d'aucune contestation possible. Alors, On- bah, Leclerc, c'est. Bah, de toute façon, Leclerc, Sainz l'aurait mérité. Non, Très clairement. Leclerc, très clairement, regarde, il a fait une remontée de 14 positions. C'est celui qui a fait la meilleure remontée, le meilleur Grand Prix de tous. Hein. Je suis désolée de le dire, mais... Bah, tu vois, tu sais, je vais te dire un truc. Tu vois, moi, ça me surprend peut-être un peu. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que, tu vois, on se disait tous, le Driver of the Day, le titre du Driver of the Day mériterait à celui qui ferait, entre guillemets, la meilleure course, c'est-à-dire dans la maîtrise. Et c'est C'est-à-dire, celui dont on est censé se souvenir le plus de sa course. voilà. Donc, à savoir, une bonne maîtrise de la stratégie, une bonne maîtrise de sa voiture, de bons dépassements, tout en vraiment restant fair play. Là, Charles Leclerc a répondu à tous ces critères. Certaines fois, on a vu des drivers of the day donnés un peu à la va-vite. On a eu certaines fois bah tiens, si on se rappelle d'Hamilton en, attends, c'était où? C'était en Hongrie, je crois, la Hongrie 2020. Il est driver of the day parce qu'il colle 2 tours à tout le monde. Mort de Oui, rire. Est-ce que ça, franchement, c'était bonnement mérité? Je dirais non. Là, tu vois, là-dessus, bon, après, bah... c'est un avis différent. Mais Oui et voilà. non, parce que ça fait partie un peu de l'exceptionnel d'Hamilton. Parce que coller 2 tours à tout le monde dans un Grand Prix de 70 tours, c'est juste unique. Je crois que ça n'est jamais arrivé dans Bah si, l'histoire. en 2019, il l'avait déjà fait avec la Mercedes. Donc, Voilà, alors, mais c'est je vais toujours vous assez... remettre les classements pilotes et constructeurs. Ah, Capucine qui nous demande de remettre les classements, justement. Alors, attends, Capucine, je les ai enlevés parce que comme Linkin disait quelque chose, je voulais qu'il vous regarde pour vous dire quelque chose. Je vous les remets bien sûr. Le classement, on commence par les pilotes. Donc, Verstappen compte désormais 46 points d'avance sur Pérez et 49 points d'avance sur Charles Leclerc. Parce que Russell, dans 2 Grands Prix. oui. Mais du coup, regardez, Leclerc revient à 3 points de Pérez à cause de l'abandon de ce dernier. Exactement. Bah, Russ, ouais, de attends, toute façon, je peux juste dérouler le classement et après je te laisse en parler du cas Pérez Leclerc, d'accord? Russell est quatrième avec 111 points devant Carlos Sainz 5e 102 points, Hamilton 6e 77 points, Norris 7e 50 points, Bottas est 8e avec 46 points et puis les deux Alpines Ocon devant Alonso 9e et 10e avec 39 et 18 points. Tu voulais parler de Pérez Leclerc? alors, je ne parle pas que de Pérez et Leclerc parce que je vais mettre Pérez, Leclerc, Russell, Sainz. Je vais mettre ces 4 pilotes-là dans le même sac. Ça se tient Pour en la simple 26 bonne. points, les 4 pilotes. Voilà, exactement. Donc, ça veut dire qu'en gros, si jamais, tu vois, par exemple,
Leclerc finit devant Pérez à Silverstone. Tu vois, Leclerc reprendrait la deuxième place au championnat. Mhm. Si jamais il y a un abandon, quoi que ce soit, ça pourrait être Russell, voire même Sainz. Alors, si jamais Sainz gagne, hein, pardon, on pourrait justement profiter après de ça pourrait gagner la deuxième place ou quoi que ce soit. Ça se joue vraiment dans un mouchoir de poche. C'est absolument incroyable. Et ça fait vraiment plaisir. Ouais, Capucine, il n'y a que 9 points entre Sainz et Russell, hein. Ça se rattrape vite, 9 points, hein. En bas de fois, c'est rien. Alors par contre, regardez le classement des constructeurs. Red Bull compte désormais 76 points d'avance sur Ferrari. Red Bull compte 76 points d'avance sur Ferrari et Ferrari compte 40 points d'avance sur Mercedes. Ça veut dire qu'entre Mercedes et Red Bull, il y a 116 points d'écart. C'est Bon, absolument énorme. eh bien, je pense que cette année, Mercedes va perdre le titre constructeur. Je le crains, malheureusement. La série consécutive de titres constructeurs va s'arrêter. Dans la suite du classement constructeur, il y a McLaren avec 65 points 4e, Alpine 5e avec 57 points, mais pas très loin de doubler McLaren. Euh, 8 points. oui, Alfa Romeo aussi est pas très loin de doubler McLaren, il n'y a que 14 points de retard. Et puis ensuite, Exactement. tu as AlphaTauri et Aston Martin, As et Williams. Voilà, 16, 15 et 3 points. Mm. Tu voulais dire quelque Exact. chose sur le classement des constructeurs, Linkin? Non, tout bonnement, c'est classique. C'est sûr qu'on va surveiller de près, évidemment, le duel McLaren, Alpine, Alfa Romeo. Hmm. À voir ce que ça va donner. Voilà. Voilà, c'est tout bon. En fait, c'est ça, Capucine. McLaren n'a fait que 3 bonnes courses et du coup, ils vont se faire rattraper. Euh, c'est vrai que c'est un peu fou quand même. Bon, prochain rendez-vous du coup pour la Formule 1, ce sera Silverstone, le week-end du 1er 2-3 juillet. Ouais. Voilà. Et il Euh, faudra qu'on recase aussi, nous, de façon un peu plus personnelle, mais il faudra qu'on recase nos débriefs à chaud. Je sais que Capucine en avait parlé sur le chat. oui, Et il faudrait qu'on en relance un. J'espère normalement bah, on va pour. essayer d'en recaser un. Il faut qu'on en reparle, Linkin, mais on va essayer de vous en recaser un au Grand Prix de Silverstone. Je promets rien parce que c'est moi qui n'étais pas présent pour les faire, en fait, notamment. Oui, Capucine, il y aura les deux catégories. Il y aura EF2 et F3 à Silverstone. On va retrouver les aventures de Théo, Clément, Isaac et Victor. Voilà. Les aventures fantastiques de nos 4 pilotes français des petites catégories. Et on n'oublie pas aussi là, on a une pensée vraiment bien particulière aussi pour le fameux doublé en Allemagne en MotoGP de Fabio Quartararo devant Johan Zarco, puisqu'il y a eu le C'est Grand Prix de vrai, MotoGP. Grand Prix Et MotoGP d'Allemagne au Sachsenring sans Marc Marquez, le roi du Sachsenring. 8 victoires consécutives au Sachsenring depuis 2013. Et du coup, effectivement, c'est Fabio qui s'est imposé après avoir pris un superbe départ devant la Ducati Pramac de Johan Zarco et la Ducati officielle de Jack Miller. Et Spargaro Aleix sur Aprilia a pris la 4e place. Et puis du coup, Bastianini a terminé assez loin et Bagnaia, lui, il a chuté dans cette course. Donc Bagnaia compte désormais 91 points de retard sur Fabio Quartararo à 10 courses de l'arrivée, puisqu'on a passé la mi-saison avec le Grand Prix du Sachsenring. Et le prochain Grand Prix, c'est dès dimanche qui arrive là, ce week-end, Grand Prix d'Assen aux Pays-Bas. Et il pourrait y avoir un petit peu de pluie pour pimenter le tout. Donc ça va être drôle avant la pause estivale. Et puis après, les pilotes iront à Silverstone au mois d'août, les pilotes MotoGP, parce que eux aussi courent à Silverstone, comme les F1. Puis ensuite, ils iront en Autriche, au Red Bull Ring, parce que comme les F1, ils courent là-bas. Et eux, on va leur rajouter une chicane entre le virage 1 et le virage 2 au Sachsenring, pardon, Red Bull Ring. Et puis ensuite, il y aura Misano, bien sûr, Aragon, avant la tournée Pacifique, vous savez, avec d'abord ce sera Japon,
Thaïlande, Australie, Sepang en Malaisie. Et puis le dernier Grand Prix de la saison, ce sera à Valence le 6 novembre. La finale du championnat, avec on espère un deuxième titre consécutif pour Fabio, ce serait bien. Ah En, bah c'est clair que en tout cas, il est bien parti pour, effectivement. ça fait plaisir, hein. Alors, tiens, Capucine, regarde. Voilà comment ça s'écrit le Sachsenring. Ça s'écrit comme ça, le Sachsenring. Vous savez pourquoi on l'appelle le Sachsenring? Parce qu'il est situé dans la Saxe, qui est une des régions des Landes de l'Allemagne. Il y a même les Tchèques qui viennent voir ce Grand Prix, puisque vous savez que la piste de Brno, qui est la piste de République tchèque, n'est plus utilisée par les MotoGP depuis 2019 ou 2020 d'ailleurs, à cause de problèmes de boss sur le circuit. Et ben voilà, écoute, c'est fini, Linkin. Exactement. On Donc, se retrouve dans 2 semaines. Rendez-vous donc le mardi 5 juillet à partir de 21h pour le débrief du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Louis sera avec nous, j'en suis sûr. Toi aussi, tu seras là, Linkin. Plus Covidé, normalement, si tout va bien. bah, Et j'espère bien que, j'ai envie de dire, on est le 21. Et normalement, en plus, c'est dans 11 jours, je reprends une année de plus, hein, donc j'aimerais bien fêter ça sans être atteint du Covid. c'est vrai. Donc, Mais donc t'inquiète pas, Capucine, c'est long 2 semaines, mais vous aurez 2 débriefs consécutifs, puisqu'il y aura d'abord le Grand Prix de Silverstone, le Grand Prix de Grande-Bretagne, et puis ensuite le 12 juillet, rendez-vous le 12 juillet 21h, débrief du Grand Prix d'Autriche. Et puis après, il y aura une semaine de pause et les 2 derniers Grands Prix avant la pause estivale. Donc voilà, ça y est. attention, Henri. Oh, c'est gentil, mais je dirais pas que les rides, c'est pas près d'arriver, hein. Ouais, ce que je veux d'abord, c'est déjà retrouver une pleine santé. Ouais, t'as raison, la santé d'abord. Voilà. Bon, donc le prochain débrief, alors ne prenez pas compte de ce panneau, ce sera bien le mardi 5 juillet à 21h sur Twitch pour débriefer le GP de Grande-Bretagne. Et puis je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce débrief sur Twitch, bien sûr, tous les mardis soirs après les Grands Prix, sur Facebook grâce à son groupe Facebook, sur Instagram The Débrief, sur Twitter la page The Débrief, également sur YouTube. Vous pouvez retrouver les replays de nos débriefs sur YouTube, nous poser des questions, nous mettre des commentaires auxquels on pourra répondre pour le prochain débrief. Merci Linky d'avoir été avec moi. Et bah, tout comme toujours, hein, avec plaisir, ça fait toujours du bien de pouvoir évoquer toutes ces actualités de la F1, de cette discipline qu'on aime tant. Ouais. Alors je Et réponds, puis, je réponds juste à la question de Capucine. Non, cette chaîne The Débrief n'a pas vocation à faire du streaming de jeux ou d'autres choses. Elle a juste vocation à abriter nos débriefs. Voilà. Bon. Donc après, hein, après, si vous voulez nous suivre, hein, on fera. Alors, ce qu'on fera, je le dis. En tout cas, bon, pour l'instant, c'est pas encore lancé. Mais de toute façon, on a toujours notre groupe Facebook spécial pour les jeux débriefs qui est totalement conçu pour les débriefs. Mais n'oubliez pas toujours qu'on est toujours associé au Père Angel et qu'on pourra toujours à un moment donné alimenter son groupe avec différentes actualités que l'on peut faire. Puisque actuellement, le Sim Racing Angel, il a tourné le dos. Donc là, maintenant, l'objectif, ça serait de pouvoir continuer un petit peu à alimenter et à se faire plaisir. Alors, donc pour ceux qui ont vu des grands prix un peu sympas, on peut les partager, ça fait toujours plaisir. Comme je vous ai dit en début de débrief ce soir, la chose qu'on pourra faire, on pourra parler un petit peu, si vous voulez, on se fera une petite partie F1 22. Peut-être que si vous l'avez acquis, vous pourrez donner un peu votre avis sur le jeu. Nous qui l'aurons testé depuis une semaine, on pourra donner aussi notre avis sur le jeu, de ce qu'on en aura pensé, de ce qu'on en aura vu. Personnellement, moi je suis assez hype sur ce jeu parce que il y a plein de choses sympathiques, sympatoches à découvrir. Donc on verra bien ce que ça vaut. Je vous rappelle, il sort. Alors pour ceux qui ont pris l'édition champion, vous pourrez y jouer dès le 28 juin. Et pour ceux qui ont pris l'édition traditionnelle, vous pourrez y jouer qu'à partir du 1er juillet. Voilà. On va voir sur si sur Instant Gaming il a été. Oui, achetez si vous voulez acheter vos jeux F1 22, vos clés F1 22, allez sur Instant Gaming
Et surtout, vous savez qu'on a Angel est affilié à Instant Gaming, donc vous savez que si vous achetez des jeux sur Instant Gaming avec le lien d'Angel, j'essaierai de vous le remettre à un endroit, peut-être sur le Discord, notamment. Vous pouvez, Angel peut gagner un tout petit peu d'argent, c'est une toute petite rétribution, c'est pas beaucoup, mais si vous achetez votre jeu sur Instant Gaming, donc voilà. Voilà. Bon, on est bon, on vous a tout dit, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. On ne sait pas quand est-ce que vous regarderez, pour ceux qui sont en replay, hein, je dis ça, le débrief. Et puis on se retrouve le 5 juillet à 21h pour le débrief du Grand Prix de Grande-Bretagne. Ciao à tous! Ciao, ciao.